Santé et chocolat. Bonjour et bienvenue dans Santé et chocolat, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine tout en gourmandise, où j'aborderai avec vous la nutrition selon une approche métabolique et holistique. Je suis Céline Faustin, diététicienne nutritionniste depuis 2005, spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire avec des notions de psychonutrition et de micronutrition. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon parcours, mon histoire avec la nutrition, mais aussi beaucoup d'expériences vécues auprès de mes patients. La compréhension du fonctionnement de votre métabolisme est une notion essentielle à mes yeux et je vous le partage ici dans ce podcast. D'ailleurs, j'aborderai les thématiques comme la perte de poids, la productivité, la prévention santé, le sucre, des sujets qui me passionnent et qui sont la base de mes accompagnements. Seule ou avec des invités, je vous partagerai mes conseils simples et applicables instantanément dans votre quotidien. En toute sérénité, vous allez acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, votre esprit et votre assiette. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée et un petit carnet. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Après 20 ans d'accompagnement auprès des femmes, j'ai compris une chose essentielle, c'est que après 35 ans, le corps ne répond plus aux mêmes règles. Ce qui fonctionnait avant ne fonctionne parfois plus. Manger moins, faire plus de sport, se contrôler davantage, ça peut même devenir une source de stress supplémentaire pour un corps qui essaie déjà de compenser. Du coup, dans cet épisode, je vais vous partager les 10 piliers qui, selon moi, sont essentiels pour les femmes de plus de 35 ans, notamment toutes celles qui veulent retrouver leur énergie, leur équilibre hormonal, leur métabolisme et une relation plus apaisée avec leur corps. Attention, dans cet épisode seront présents les 5 premiers piliers parce que je ne voudrais pas que cet épisode soit trop long. Quand j'ai commencé à noter tout ce que je voulais vous dire, je me suis rendu compte qu'en fait ça ferait un épisode beaucoup trop long. Donc j'ai décidé de partager en 2. Donc aujourd'hui, je vous délivre les 5 premiers piliers et puis dans le prochain épisode, vous aurez les 5 autres piliers. Le premier pilier, et pour moi il est vraiment fondamental, c'est d'arrêter de croire que tout est dans votre tête. Parce que je le vois très souvent en consultation, beaucoup de femmes arrivent avec cette sensation que quelque chose ne va pas sans comprendre. Elles disent « je suis fatiguée alors que je dors », « je prends du poids alors que je fais attention », « j'ai plus la même énergie qu'avant »,« je me sens gonflée »,« j'ai des fringales que je ne comprends pas », « j'arrive plus à perdre alors qu'avant ça fonctionnait »,« je sens que mon corps ne répond plus ». Voilà, très souvent ces femmes, elles ont d'ailleurs déjà consulté, elles ont fait des bilans, elles ont déjà demandé de l'aide, elles ont expliqué leurs symptômes et parfois la réponse qu'elles ont reçue c'est juste « tout est normal ». C'est l'âge, c'est le stress, vous devriez vous reposer. Vous devriez faire un peu plus de sport. Ou pire, peut-être qu'un antidépresseur pourrait vous aider. Alors évidemment, je vais être très claire, les antidépresseurs, ça peut être nécessaire dans certains cas. Il ne s'agit pas ici de les diaboliser, ni de dire qu'ils n'ont jamais leur place. Mais ce que je veux dire, c'est que quand une femme arrive avec de la fatigue, une prise de poids, des troubles du sommeil, des pulsions alimentaires, une perte d'élan, une humeur plus instable, une sensation de plus reconnaître son corps, la réponse ne devrait pas toujours être « c'est dans votre tête, prenez des antidépresseurs ». Et si j'en parle, c'est parce que c'est arrivé à plusieurs de mes patientes. On leur a proposé des antidépresseurs. Rendez-vous compte. Parce que bien souvent, ça n'est pas dans votre tête. C'est dans votre glycémie, dans votre insuline, par rapport à votre thyroïde, par rapport à votre cortisol, votre foie, vos intestins, par rapport à vos minéraux, par rapport au fonctionnement de vos mitochondries ou de vos cellules. Et en fait, votre corps, lui, il essaie juste de vous parler. Le problème, c'est que parfois, on essaie d'écouter notre corps, mais avec les mauvais outils.
C'est un peu comme si notre corps, il était en train d'envoyer des signaux en morse, mais que nous, on essayait de les comprendre avec une radio qui était mal réglée. En fait, on va entendre du bruit, on va entendre qu'il y a un message, mais on va rien comprendre au message. Donc on va se dire non, non, il n'y a rien. Alors qu'en réalité, il y a peut-être quelque chose. Simplement, c'est qu'on ne regarde pas au bon endroit, on n'a pas les bons outils. Et c'est souvent là que beaucoup de femmes commencent à douter d'elles-mêmes, puisqu'elles vont commencer à se dire que peut-être que j'exagère, peut-être que je suis trop sensible, peut-être que je manque juste de volonté, peut-être que je ne fais pas assez bien, je ne fais pas assez d'efforts, peut-être que c'est moi le problème. Et ça, je trouve que c'est un des dégâts les plus importants. Parce qu'à force qu'on nous dise que tout va bien, alors que nous, on sent que ça ne va pas, on va finir par ne plus se faire confiance. On va plus faire confiance à notre fatigue, on va plus faire confiance à notre faim, on va plus faire confiance à nos sensations, on va plus faire confiance à nos intuitions corporelles et progressivement, en fait, ça va nous couper de notre propre corps. Or, après 35 ans, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Après 35 ans, en fait, vous avez besoin de redevenir attentive à vos signaux, d'être dans l'écoute intelligente. Parce que votre corps, il ne se réveille pas un matin en décidant de vous trahir. Il va pas se dire, tiens, aujourd'hui, je vais stocker du gras. Aujourd'hui, je vais créer des fringales. Je vais être crevée à 15 heures et je vais mal dormir et je vais lui compliquer sa vie. Votre corps, c'est pas votre ennemi, en fait. Votre corps, c'est plutôt comme un tableau de bord. Quand un voyant s'allume sur votre voiture, vous mettez pas un post-it dessus pour plus le voir. Vous dites pas, ce voyant, il exagère. Cette voiture, elle est trop émotionnelle. Je vais juste ignorer le voyant et continuer à rouler. Non, vous faites pas ça. Vous comprenez que le voyant, c'est une information. Et c'est exactement pareil avec votre corps. La fatigue, c'est une information. Les fringales, c'est une information. La prise de poids abdominale, c'est une information. Les réveils nocturnes, c'est une information. La rétention d'eau, le brouillard mental, les troubles digestifs, la perte de cheveux, le moral qui descend, tout ça, c'est une information. Et le premier pilier pour moi, c'est vraiment celui-là, c'est d'arrêter de minimiser les signaux de votre corps. Parce qu'un symptôme, il n'est pas là pour vous embêter. Il est là pour attirer votre attention. Alors, bien sûr, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse et s'auto-diagnostiquer tout et n'importe quoi. Mais entre le tout est dans ta tête et j'ai forcément une maladie grave, il y a quand même un juste milieu entre. Donc cet espace, en fait, c'est celui de la compréhension. Comprendre ce que votre corps essaie de compenser, comprendre ce qui est en train de l'épuiser, ce qui est dérégulé, ce qui manque, ce qui surcharge votre système. Et c'est là que mon approche a beaucoup évolué au fil de mes 20 ans d'expérience, 21 ans bientôt à la fin d'année. Parce qu'au début, comme beaucoup de professionnels, en fait, on apprend à regarder l'alimentation, les calories, les portions, l'équilibre alimentaire. Et bien sûr, tout ça a son importance. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas important. Mais avec les années, j'ai compris que chez beaucoup de femmes, notamment de plus de 35 ans, le sujet, c'est pas seulement qu'est-ce que vous mangez. Le sujet, c'est qu'est-ce que votre corps utilise, comment est-ce que votre corps utilise ce que vous mangez. Est-ce que vos cellules produisent bien de l'énergie? Est-ce que votre système nerveux est en sécurité? Est-ce que votre glycémie est stable? Est-ce que votre foie arrive à suivre? Est-ce que vos minéraux soutiennent vraiment votre métabolisme? Est-ce que votre thyroïde fonctionne seulement sur le papier, mais aussi, fonctionne pas seulement sur le papier, c'est-à-dire dans le bilan sanguin, mais aussi au niveau des cellules? Parce que vous pouvez manger parfaitement, tout bien faire sur le papier, mais avoir un corps qui n'arrive plus à transformer correctement cette alimentation en énergie. Et ça, c'est un point essentiel. Beaucoup de femmes me disent « Mais Céline, je mange sainement » et je les crois. Le problème, c'est pas qu'elles mentent, c'est pas du tout qu'elles mentent ou qu'elles font n'importe quoi ou qu'elles manquent de discipline. Le problème, c'est que manger sainement ne suffit pas toujours si notre métabolisme est ralenti, si notre système est inflammé, si notre insuline elle est trop haute ou notre sommeil perturbé, si notre stress il est chronique, si nos intestins assimilent mal ce qu'on mange ou sont perméables.
ou même si la cellule, elle manque de certains minéraux pour fonctionner correctement. C'est comme mettre une essence de très bonne qualité dans une voiture dont le moteur est complètement encrassé. L'essence, elle est bonne, mais la voiture, elle avance pas comme elle devrait. Et pourtant, pendant longtemps, on a dit aux femmes de manger moins, de bouger plus, d'être plus disciplinées, d'arrêter de grignoter, de plus se contrôler. Sauf que très souvent, ces femmes se contrôlent déjà énormément. Et malgré ça, leur corps ne répond pas. Donc à un moment, il faut arrêter de leur demander encore plus de contrôle et commencer à leur apporter plus de compréhension. C'est ça pour moi le premier grand pilier après 35 ans, de ne plus se demander uniquement qu'est-ce que je fais mal, mais commencer à se demander qu'est-ce que mon corps essaie de me dire, qu'est-ce qu'il essaie de compenser, de quoi est-ce qu'il a besoin pour recommencer à fonctionner correctement. Parce que quand on change en fait cette question, on va complètement changer notre relation à notre corps. On va passer de c'est mon corps qui me bloque à mon corps me parle. On va passer de je dois le forcer à je dois le comprendre. On va passer de je suis nulle, j'y arrive pas à il y a peut-être une cause que j'ai pas encore identifiée. Et rien que ça, c'est un énorme changement. Parce que la santé, c'est pas seulement avoir des analyses dans les normes. La santé, c'est avoir de l'énergie, bien dormir, digérer correctement, avoir une humeur stable, se sentir présente dans son corps, ne pas vivre dans des fringales permanentes, ne pas être épuisé dès le matin, ne pas avoir l'impression de se battre contre soi-même en permanence. Et si aujourd'hui vous sentez que quelque chose ne va pas, même si on vous a dit que tout était normal, je veux vraiment que vous reteniez ceci. Votre corps, il mérite d'être écouté. Parce que votre corps, il ne parle pas toujours avec des chiffres sur la balance ou avec des chiffres écrits en gras sur une prise de sang. Parfois, il parle avec des signaux beaucoup plus subtils. Une énergie qui baisse, une digestion qui change, une silhouette qui se modifie, une récupération qui devient plus difficile, une envie de sucre qui devient plus présente, un sommeil moins réparateur, la motivation qui disparaît, l'humeur qui devient plus fragile, plus irrégulière. Et ces signaux-là, si on les écoute tôt, ça peut devenir de formidables portes d'entrée pour agir avant que les choses ne s'aggravent. C'est pour ça que dans mon approche, je cherche pas seulement à savoir si tout est normal entre guillemets. Je cherche à comprendre si votre corps fonctionne de manière optimale et c'est pas du tout la même chose. Parce que être dans les normes, c'est pas toujours être en pleine vitalité. On peut être dans les normes et se sentir épuisé. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut être dans les normes et avoir des fringales, prendre du poids, mal dormir, etc. C'est exactement pour ça qu'après 35 ans, il faut changer de grille de lecture. Il s'agit plus seulement de corriger l'assiette, il s'agit de comprendre votre terrain hormonal, métabolique, digestif, nerveux, inflammatoire, minéral. Et c'est souvent quand on commence à regarder le corps de manière plus globale que tout prend enfin du sens. Donc ce premier pilier, si je devais le résumer en une phrase, ce serait ne laissez personne vous faire croire que votre corps exagère quand il essaye simplement de vous parler. Et surtout, ne vous faites pas violence pour rentrer dans une méthode qui ne tient pas compte de ce que votre corps est en train de vivre. Parce qu'après 35 ans, la vraie transformation, ça commence pas par plus de contrôle. Ça commence par plus d'écoute, plus de compréhension et une lecture beaucoup plus fine de ce qui se passe réellement dans votre corps. Le deuxième pilier essentiel pour les femmes de plus de 35 ans, pour moi, c'est la stabilisation de la glycémie et de l'insuline. Et honnêtement, si je devais choisir un sujet que toutes les femmes devraient comprendre après 35 ans, ce serait probablement celui-ci. Je pense que vous le savez si vous écoutez mes épisodes. J'ai vraiment une appétence pour ce sujet en particulier. Pour moi, la résistance à l'insuline, c'est la prochaine épidémie mondiale. Enfin, c'est déjà le cas en fait, sauf que là, actuellement, elle est silencieuse parce que je pense que la majorité des personnes ne savent même pas qu'elles sont concernées. D'ailleurs, j'avais fait une masterclass à ce sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, je vous ferai passer le lien. Ou je le mettrai en description aussi. Donc honnêtement, c'est vraiment un sujet important pour moi. Parce que
la glycémie et l'insuline, c'est pas seulement une histoire de diabète. Et ça, c'est vraiment une confusion que je vois très souvent. Beaucoup de femmes pensent, ma glycémie, elle est normale, donc je suis pas concernée. Ou alors, je suis pas diabétique, donc l'insuline, ça me concerne pas. Alors qu'en réalité, l'insuline nous concerne finalement bien avant le diabète. Elle nous concerne dans notre énergie, dans nos fringales, dans notre graisse abdominale, dans nos capacités à perdre du poids, dans notre humeur, notre sommeil, notre concentration, etc. L'insuline, c'est vraiment un peu comme une chef d'orchestre métabolique. Quand elle donne le bon tempo, tout le corps joue harmonieusement. Mais quand elle est trop sollicitée, trop souvent, trop longtemps, l'orchestre, en fait, il peut commencer à se désynchroniser. Et c'est là qu'on peut commencer à ressentir des signaux. Par exemple, des coups de fatigue après les repas, des envies de sucre en fin de journée, avoir faim 2 heures après avoir mangé, se réveiller la nuit entre 2 et 4 heures du matin, avoir du mal à perdre du poids, surtout au niveau du ventre, avoir cette sensation de brouillard mental, avoir du mal à se concentrer, être irritable quand on a faim, avoir besoin de café pour tenir et de se sentir vidé en fait à certains moments de la journée. Et souvent quand je décris ça, les femmes me disent mais attends, c'est exactement moi. C'est exactement ce que je ressens dans le quotidien. Et oui, c'est juste qu'elles n'avaient jamais fait le lien entre la glycémie et l'insuline. Elles pensaient que c'était juste un manque de volonté, qu'elles étaient trop gourmandes, qu'elles n'étaient pas assez disciplinées, qu'elles étaient juste fatiguées par leur train de vie, qu'elles devaient encore réduire leurs calories, etc. Alors qu'en réalité, leur corps, il est parfois juste en train de vivre les montagnes russes métaboliques. Et j'aime bien cette image des montagnes russes parce que c'est très parlant. Imaginez votre glycémie comme une ligne. Idéalement, dans la journée, cette ligne, elle doit faire des petites vagues. Elle monte un petit peu après un repas et puis elle redescend tranquillement quelques heures après. Donc elle reste finalement relativement stable sur la journée. Mais chez beaucoup de femmes, cette ligne ressemble plutôt à des montagnes russes. Ça monte très haut après un petit déjeuner trop sucré par exemple, ou un repas trop riche en glucides, ou à cause d'un café qu'on a pris à jeun, à cause de grignotage, d'aliments transformés, etc. Donc ça monte très haut et ensuite ça redescend brutalement. Il faut vous dire que la redescente est aussi importante que la montée. C'est-à-dire que plus le pic en montée est haut, plus le crash en descente va être bas. Et quand ça redescend trop vite, notre corps, il aime pas du tout ça. Il perçoit cette chute comme un danger. Donc il va chercher à nous ramener rapidement de l'énergie, à faire remonter rapidement la glycémie, le sucre dans le sang. Et comment il fait pour nous permettre de ramener de l'énergie, de ramener ce sucre? Eh bien, il va nous envoyer une envie de sucre. Une envie de manger du pain, des biscuits, du chocolat, une envie de café, une envie de quelque chose de rapide, de disponible et là, immédiatement. Parce que notre corps, il cherche là une solution rapide à une instabilité interne. C'est pour ça que je dis souvent, les fringales, c'est pas toujours un problème de mental. Très souvent, c'est des messages métaboliques. Notre corps, il nous dit pas forcément tu n'as aucune volonté. Et en fait, il va peut-être se dire ma glycémie n'est pas stable, je manque de carburant, je suis en stress cellulaire, j'arrive pas à tenir entre les repas. J'ai besoin que tu m'aides à retrouver un rythme. Et l'insuline va arriver au milieu de tout ça. Et son rôle, pour simplifier, en fait, c'est d'aider le sucre qui circule dans votre sang à rentrer dans les cellules. Donc, quand on mange, la glycémie, elle augmente. Donc, le sucre dans le sang, il augmente selon ce qu'on mange. Et notre pancréas va sécréter de l'insuline. Et en fait, l'insuline, ça va ouvrir la porte des cellules pour que le sucre puisse rentrer dedans et être utilisé comme énergie ou être stocké. Donc sur le papier, c'est un mécanisme qui est très bien fait. Encore une fois, je dis tout le temps, le corps, c'est une machine de guerre. Le problème, c'est que quand ce système il est sollicité trop souvent, trop longtemps, eh bien, à force, les cellules, elles peuvent devenir moins sensibles au message de l'insuline. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. C'est un peu comme si l'insuline, c'était une clé arrivée à la porte de la cellule. Et en fait, c'est comme si la serrure, elle était complètement grippée.
Donc du coup, ça ne s'ouvre pas. Donc au début, le corps il va compenser, il va fabriquer plus d'insuline pour encore plus faire rentrer ce sucre dans le sang. Donc, ce qui veut dire que finalement, la glycémie, elle peut rester normale pendant un certain temps parce que notre corps, il travaille davantage pour maintenir l'équilibre. Et c'est exactement pour ça que, en fait, beaucoup de femmes passent à côté du problème parce que la glycémie, elle est OK dans le bilan sanguin. Et c'est normal parce qu'on regarde uniquement la glycémie à jeun qui peut être encore, du coup, dans les normes labo, quoi. Mais derrière, l'insuline, elle peut déjà être trop haute. Et le corps peut déjà être en train de compenser. Donc le métabolisme peut être déjà freiné, il peut déjà être freiné. Donc le stockage peut déjà commencer à augmenter. Je rappelle que l'insuline, c'est une hormone de stockage, donc plus elle est présente dans le corps et plus on stocke, plus on est en mode stockage. Donc dans ce cas-là, les fringales peuvent apparaître et l'énergie peut être complètement instable. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on se sent bien, des moments où on a un crush, un crash complet et on a trop envie de manger du sucre pour se rebooster. Donc d'où le crush de sucre. Et c'est ce qu'on voit souvent du coup chez la femme de plus de 35 ans. En fait, elles sont pas diabétiques. Leur médecin leur dit souvent, que la glycémie elle est correcte. Malgré tout, elles ont tous les signes d'un métabolisme qui commence à devenir moins régulier, moins souple, avec moins de souplesse. Et après 35 ans, avec les variations hormonales, le stress, le sommeil qui est parfois plus fragile aussi, la masse musculaire qui commence à diminuer, la charge mentale de notre vie, couplée à des années de restrictions, avec parfois des grossesses, la périménopause qui commence ou qui approche, du coup le corps il devient plus sensible à ces déséquilibres. Et ce qui passait avant, ça passe beaucoup moins bien ensuite. Le petit déjeuner sucré qui posait pas trop de problèmes à 25 ans, il peut nous laisser complètement à plat à 38 ou 45 ans. Les repas pâtes, pasta, donc les pâtes vraiment toutes seules en plat principal sans rien d'autre autour, le midi par exemple les pasta box, etc. Ça peut nous donner un gros coup de barre bien monumental après manger. Le grignotage compensé anodin, finalement, ça peut entretenir une stimulation permanente de l'insuline. Parce que si on grignote toutes les 2 heures, on sécrète de l'insuline. Le manque de protéines aussi, qui va amplifier les envies sucrées. Qui manque de protéines a envie de sucre. Rappelez-vous, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois dans les autres épisodes. Le manque de sommeil aussi, ça peut rendre les cellules moins sensibles à l'insuline. Le stress, ça peut augmenter le cortisol et donc augmenter la glycémie derrière. Dès qu'il y a un pic de cortisol, dites-vous qu'il y a un pic de sucre derrière, donc un pic d'insuline encore après. Même si vous n'avez pas mangé de sucré. Et c'est là que c'est important en fait de sortir d'une vision qui peut paraître simpliste. Dans le sens, la résistance à l'insuline, c'est je mange trop de sucre. Pas du tout. Bien sûr, l'excès de sucre et d'aliments ultra transformés, ça peut jouer, mais c'est pas le seul facteur. Ce qui joue, c'est tout ce que je viens de dire, le stress, le sommeil, le manque de muscles, l'inflammation, les régimes répétés aussi. Parce qu'un corps qui a été trop restreint, trop stressé, trop privé, trop longtemps, ça peut devenir beaucoup moins efficace le corps peut devenir beaucoup moins efficace pour gérer l'énergie. Et c'est pour ça que la solution, c'est pas de supprimer tous les glucides. Je le précise parce que c'est souvent le réflexe. Souvent, on va se dire « Ah, j'ai un problème d'insuline, donc je dois arrêter les féculents. Je vais arrêter les fruits, je vais arrêter tout ce qui contient du sucre. » C'est pas du tout ce que je recommande. L'objectif, c'est pas de créer une peur des glucides. L'objectif, c'est d'apprendre à les utiliser intelligemment. Parce que les glucides, c'est pas le problème en soi. Le problème, c'est souvent le contexte dans lequel ils sont consommés. Un glucide seul, transformé, raffiné, pris à jeun dans un corps qui est stressé après une mauvaise nuit, en n'ayant pas mangé suffisamment de protéines ni de fibres, forcément ça n'aura pas le même impact qu'un glucide qui est intégré dans une assiette complète avec des légumes, des fibres, des protéines, des bonnes graisses et consommé dans une journée où on a un minimum de mouvement. C'est comme une étincelle
Dans une cheminée bien préparée, ça aide à faire du feu. Dans une pièce pleine de papier, ça peut créer un incendie. Le glucide, c'est pas forcément l'ennemi. Il a besoin en fait d'un cadre. Et le cadre, c'est l'équilibre dans notre assiette, l'équilibre dans notre rythme alimentaire, notre niveau de stress, notre qualité de sommeil, quantité de sommeil aussi, notre activité physique, l'état de notre masse musculaire et notre terrain métabolique. Donc concrètement, stabiliser sa glycémie, ça veut dire quoi? Ça veut dire commencer par éviter les petits déjeuners qui vous mettent directement dans les montagnes russes, du coup dès le matin. Par exemple, le petit déjeuner composé de pain baguette, confiture, jus de fruits ou céréales pour le petit-déj, viennoiserie ou café sucré. Pour beaucoup de femmes de plus de 35 ans, c'est le meilleur moyen de commencer la journée avec un pic. Et puis derrière une chute. Et puis derrière d'avoir encore besoin de sucre. Et c'est le cercle vicieux toute la journée derrière. Parce qu'arrivé 10h30, 11h, on peut se retrouver du coup avec une faim intense, une baisse d'énergie, une irritabilité, un manque de concentration, l'envie de reprendre un café, l'envie de manger quelque chose. De sucrer en l'occurrence, parce que le corps à ce moment-là a besoin de se resucrer, puisqu'on est en hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire en réaction avec ce qu'on a mangé juste avant, donc au petit-déj. Et souvent, ça arrive 2 heures après avoir mangé un petit-déj de mauvaise qualité. Stabiliser sa glycémie, ça veut dire aussi construire nos repas autour d'une base solide, c'est-à-dire les protéines, des légumes, des fibres, des bonnes graisses et des glucides adaptés à notre besoin, notre activité, notre métabolisme, notre cycle. Évidemment, on n'aura pas les mêmes besoins quand on est en syndrome prémenstruel. Notre niveau de stress. Donc, on n'est pas sur du zéro glucide. C'est une question de physiologie, c'est important, attention. On ne peut pas demander à notre corps de rester calme, concentré, énergique, de ne pas grignoter, de bien dormir et de brûler correctement les graisses si on lui donne des signaux d'instabilité toute la journée. Aussi, pour stabiliser sa glycémie, ça veut dire d'espacer suffisamment les repas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous grignotez toute la journée, même des petites choses saines, vous pouvez maintenir votre insuline en fait stimulée en permanence. Un fruit à un moment, 2 galettes de riz par là, un café au lait, une poignée de céréales, un carré de chocolat, le petit biscuit sans sucre soi-disant. En fait, chaque prise peut sembler anodine, mais notre pancréas, lui, il reçoit en fait des sollicitations répétées. Et parfois, l'un des plus grands changements, c'est pas de manger moins, c'est de manger plus complet au repas pour avoir moins besoin de grignoter entre les repas. C'est très différent. Parce que beaucoup de femmes mangent trop peu au repas, puis luttent toute la journée contre leurs envies. Elles prennent un déjeuner trop léger, puis elles culpabilisent d'avoir faim à 17h. C'est pas un manque de discipline, c'est parfois juste une assiette qui n'a pas assez nourri le corps. Essayez toujours de faire le lien entre vos ressentis et ce que vous avez consommé avant. Et puis il y a aussi le mouvement. Et là encore, pas besoin de partir dans quelque chose d'extrême. Une simple marche après le repas peut déjà aider. 10 minutes de marche après le déjeuner ou après le dîner, c'est un message qui est super important pour votre glycémie. Puisqu'en fait, vous allez aider vos muscles à capter une partie du glucose qui vient d'être digéré. Aussi, vous allez faciliter votre digestion et donc on va éviter le pic glycémique quelques heures après. Et ça va envoyer un signal au corps de mouvement, donc de déstress aussi. Et je crois que moi je crois beaucoup à toutes ces petites stratégies qui ne demandent pas de révolutionner toute votre vie, vous voyez, parce qu'en fait après 35 ans, beaucoup de femmes n'ont pas besoin d'un plan impossible. En fait, vous avez besoin de leviers qui soient réalistes, qui soient compatibles avec votre quotidien. Donc un déjeuner plus protéiné, des repas plus complets, moins de grignotage subi parce que tout le reste de la journée fait qu'on n'en a plus besoin, la petite marche après le repas, manger suffisamment de fibres, de légumes, etc. Donc c'est vraiment des choses simples mais mises bout à bout, ça change énormément la réponse du corps.
Et du coup, ça vous permet de sortir de la culpabilité aussi. C'est pour ça que dans tous mes accompagnements, la glycémie et l'insuline, c'est vraiment des axes que je regarde à chaque fois, chez toutes mes patientes. Et parfois, rien que ce pilier, ça peut vraiment transformer beaucoup de choses. On peut avoir du coup derrière une énergie plus stable, avoir des fringales qui diminuent, une faim qui devient plus claire, on ressent beaucoup mieux le signal, le sommeil qui s'améliore, évidemment la perte de poids qui se débloque. Donc, si vous écoutez cet épisode et que vous vous reconnaissez dans les coups de fatigue après les repas, les envies de sucre, la faim fréquente entre les repas, les réveils nocturnes, le ventre qui s'installe ou la difficulté à perdre du poids malgré vos efforts, je vous invite vraiment à ne pas passer à côté de ce pilier. Donc pour ce pilier, après 35 ans, votre énergie, votre poids et vos fringales dépendent souvent moins de votre volonté que de votre glycémie, de la stabilité de votre glycémie, de votre insuline. Et bonne nouvelle, cette stabilité, ça peut se reconstruire, ok, avec tout ce que je viens de vous citer. Le troisième pilier essentiel, c'est la masse musculaire. Vous devez vraiment la protéger comme un vrai capital santé. Et je sais que parfois quand on parle de muscles, certaines femmes vont penser « mais moi je veux pas devenir trop musclée, de toute façon je suis pas sportive, j'aime pas la muscu, je veux juste perdre du poids, je veux pas prendre du muscle, voilà ». Mais justement, c'est là qu'il faut vraiment changer de regard parce qu'après 35 ans, le muscle n'est pas seulement une question d'esthétique. C'est pas seulement une question de silhouette, de bras dessinés ou de ventre plat. Le muscle, en fait, c'est un organe métabolique. Et pour moi, c'est l'un des piliers les plus sous-estimés chez les femmes. Parce que le muscle influence énormément de choses. On vient de le voir, ça influence notre glycémie. Ça influence notre sensibilité à l'insuline. Ça influence notre métabolisme de base. Plus on a de masse musculaire, plus le métabolisme de base augmente, c'est-à-dire les calories qu'on brûle au repos. Ça influence notre solidité osseuse, puisque c'est le muscle qui tient l'os. Ça influence notre énergie, notre capacité à nous mouvoir et donc évidemment à vieillir en bonne santé. Et du coup, c'est important pour notre autonomie future. Et les protéines, c'est aussi la base de beaucoup de nos hormones. Le muscle, c'est un peu comme une réserve de puissance intérieure. Plus on en a, plus notre corps a de la marge. Moins on en a, par contre, plus notre corps peut devenir vulnérable aux variations hormonales, au stress, aux pertes de poids répétées, aux périodes de fatigue, etc. Et c'est là que ça devient très important après 35 ans, parce qu'à partir de cet âge-là, et encore plus ensuite avec la périménopause et la ménopause, le corps il a naturellement tendance à perdre progressivement de la masse musculaire si on ne fait rien pour la préserver. Et cette perte peut être silencieuse. Elle est silencieuse de toute façon, on s'en rend pas compte. En tout cas, pas tout de suite. On peut voir le poids sur la balance ne pas beaucoup bouger, mais sentir que notre corps il change. La silhouette devient plus molle, le ventre il s'installe plus facilement, les bras se relâchent, on a l'impression de s'épaissir, on se sent moins ferme et puis même on sent qu'on a moins de force, on récupère moins vite aussi après un effort. Et souvent le réflexe ça va être de manger moins, évidemment. Je dois faire plus attention, je dois réduire, je dois compenser, je dois perdre du poids. Mais si on réduit trop longtemps sans protéger sa masse musculaire, en fait on risque de perdre précisément ce qui protège notre métabolisme. C'est comme vouloir alléger un bateau en jetant le moteur à la mer. Alors certes le moteur il est plus léger, mais on avancera beaucoup moins bien. Forcément. Et je parle pas d'un bateau à voile, hein. Je vous vois venir. Donc c'est exactement ce qui se passe avec beaucoup de régimes. On perd du poids, parfois rapidement, mais on perd aussi du muscle. Et perdre du muscle, c'est ralentir son métabolisme. Notre corps, il va beaucoup moins bien dépenser derrière et on va beaucoup plus stocker plus facilement ensuite. Et à la reprise, on peut reprendre plus de gras que tout ce qu'on a perdu. Vous savez ce que c'est, l'effet yo-yo. C'est ce qui donne cette impression en fait très frustrante de faire des efforts, puis de reprendre du poids, puis de devoir refaire des efforts encore plus grands. Et au fil des années, le corps il devient de moins en moins réactif. Et quand on comprend ça, qu'on ne regarde plus en fait le renforcement musculaire comme une punition ou comme une contrainte esthétique, du coup on change de regard et on le voit plutôt comme un investissement.
Parce que la masse musculaire, c'est votre liberté future. La liberté de monter des escaliers sans être essoufflé, la liberté de porter vos courses, la liberté de bouger sans avoir de douleur, la liberté de rester autonome le plus longtemps possible, de vous sentir forte dans votre corps, de ne pas avoir peur de vieillir dans un corps qui s'affaiblit. Et je trouve que c'est vraiment un message très important pour les femmes. Parce qu'on nous a beaucoup appris à vouloir être plus fine, plus légère, plus discrète, à prendre moins de place, à manger moins, à se faire toute petite. Mais après 35 ans, notre corps n'a pas besoin qu'on devienne plus petite. Il a besoin qu'on devienne plus solide, de vraiment changer de posture. Donc on ne veut pas seulement chercher à maigrir, on cherche en fait à construire un corps qui va tenir, qui va produire de l'énergie, qui va mieux répondre à l'insuline, qui va protéger vos os, qui va traverser les variations hormonales avec plus de stabilité, avec plus de puissance. Et pour ça, il y a 2 leviers essentiels à mon sens, les protéines et le renforcement musculaire. Donc on va commencer par les protéines parce que beaucoup de femmes n'en consomment pas assez. Elles prennent souvent un petit-déj très léger, sucré, pauvre en protéines, voire elles sautent le petit-déj et c'est juste un café. Elles vont manger une salade le midi avec quelques graines et un peu de fromage. Elles vont prendre un fruit et un yaourt dans l'après-midi et le soir, elles essayent de faire léger. Donc sur le papier, elles ont l'impression de bien faire, mais leur corps, lui, ne reçoit pas forcément assez de matériaux pour réparer, reconstruire, fabriquer des enzymes, fabriquer des neurotransmetteurs, des hormones, stabiliser la glycémie, etc. Les protéines, c'est les briques de construction de votre corps. Donc si vous voulez construire une maison solide, vous ne pouvez pas arriver sur le chantier avec 3 briques et beaucoup de bonne volonté. Vous avez besoin de matériaux. Et votre corps, c'est pareil. Il a besoin de protéines pour entretenir votre masse musculaire, mais aussi pour votre immunité, votre peau, vos cheveux, les hormones, comme on l'a dit. C'est pas juste pour les sportifs, c'est pour toutes les femmes, et encore plus après 35 ans. Parce que plus on va avancer dans l'âge, plus il faut être attentive à préserver ce capital musculaire. Donc attention, ça ne veut pas dire non plus tomber dans l'obsession de la protéine, ça ne veut pas dire tout peser ce que vous mangez, mais ça veut dire se poser une question à chaque repas, c'est est-ce que là, à ce repas, j'ai une vraie source de protéines dans mon assiette ? Est-ce qu'il y a des œufs, du poisson, de la viande de qualité si vous en consommez ? Est-ce qu'il y a du tofu, du tempeh, des légumineuses, yaourt à la grecque ou skyr si vous voulez tolérer, des protéines végétales de qualité aussi. Et est-ce que vous avez des petits compléments par-ci par-là ? Vous mettez des oléagineux, je sais pas, dans votre salade, comme des noix par exemple. Vous mettez des graines comme des graines de chanvre, des graines de chia. Voilà, des petits trucs comme ça que vous rajoutez par-ci par-là, un petit peu partout dans votre alimentation. Parce qu'il faut savoir qu'un corps qui manque de protéines peut avoir plus faim. Je vous l'ai dit, qui manque de protéines a envie de sucre. Les protéines, ça a un effet satiétogène aussi, donc pensez-y. Et je le vois très souvent quand on augmente correctement les protéines, sans forcément réduire le reste, et beaucoup de femmes ressentent déjà une différence. Elles ont moins faim, elles grignotent moins, elles sont d'humeur plus stable, elles récupèrent mieux, elles ont moins de pulsions sucrées. Elles tiennent mieux entre les repas, évidemment. Et ensuite, le deuxième levier, c'est le renforcement musculaire. Donc là, je veux vraiment dédramatiser. Renforcement musculaire, ça ne veut pas dire salle de sport, charge, programme militaire ou de faire des séances de 2 heures. Vous pouvez très bien commencer beaucoup plus simplement. Des exercices au poids du corps, des squats, des fentes, du gainage adapté, utiliser des élastiques, utiliser des poids lestés quand vous allez marcher. Voilà, de faire du pilates par exemple aussi. L'objectif, c'est pas de transformer une femme en athlète du jour au lendemain. L'objectif, c'est d'envoyer un message à votre corps, c'est que le muscle est utile, donc il faut le garder, il faut le renforcer. Parce que votre corps, il est intelligent. Ce qu'il utilise, il a tendance à le préserver. Ce qu'il n'utilise pas, il a tendance à ne pas s'en occuper, à le laisser s'amoindrir. C'est un peu comme une application dans votre téléphone.
Si vous l'ouvrez jamais, votre téléphone, il va jamais utiliser l'application, donc il va se mettre un petit peu en mode sommeil. Votre corps, c'est pareil avec le muscle. Si vous l'utilisez pas, il va se dire, bon, visiblement, ce tissu musculaire-là, il coûte de l'énergie, il sert pas à grand-chose, donc on va le réduire. Alors que quand vous sollicitez régulièrement votre corps, régulièrement vos muscles, en fait, votre corps, il va comprendre, ok, ce muscle, il est nécessaire, donc il faut le préserver. Et ça, après 35 ans, vous comprenez bien que c'est d'autant plus fondamental parce que à partir de 30 ans, on perd chaque année un certain pourcentage de notre masse musculaire. Donc c'est d'autant plus important si vous voulez perdre du poids. Parce que le but, c'est pas seulement de perdre un chiffre sur la balance, le but, c'est de perdre du gras tout en gardant le plus possible votre muscle. Si vous voulez perdre du poids, mais que vous voulez perdre en tonicité, en énergie et en métabolisme, c'est en perdant du muscle que vous y arriverez. Très important aussi, vous pouvez perdre peu sur la balance et pourtant vous transformer dans votre composition corporelle. Donc attention à ne pas regarder que le chiffre sur la balance quand vous commencez à reprendre le renforcement musculaire. Parce que vous pouvez très bien vous sentir plus ferme, avoir les vêtements qui tombent mieux, avoir un ventre dégonflé, ressentir plus d'énergie. Et c'est vraiment ça qu'il faudra prendre en compte comme résultat et non pas que le poids sur la balance. Aussi, on l'a dit dans le pilier précédent, mais il y a un lien très fort avec l'insuline. Le muscle, c'est l'un des principaux endroits de votre corps qui peut stocker et utiliser le glucose. Donc plus vous avez une bonne masse musculaire, plus vous allez améliorer votre capacité à gérer les glucides. C'est comme si les muscles, c'était un peu des réservoirs. Quand ils sont actifs, qu'ils sont bien entretenus, ils peuvent mieux capter le glucose qui circule dans le sang. On l'a vu tout à l'heure. Et ça aide évidemment la glycémie à être plus stable. C'est pour ça que le renforcement musculaire, c'est un des outils les plus puissants pour améliorer la sensibilité à l'insuline. Donc il n'y a pas besoin d'en faire trop, c'est juste d'en faire régulièrement et de progresser. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est habitué à utiliser une certaine technique, c'est-à-dire soit au poids du corps, soit d'avoir des haltères qui soient légères au départ, et bien peut-être de progresser en prenant des haltères plus lourdes ou en augmentant le nombre de séries, voilà, de rester sur quelque chose d'évolutif. Et franchement, 2 ou 3 séances par semaine, même si c'est des séances courtes, ça peut déjà faire une vraie différence. Aussi, il y a la marche, évidemment, ça c'est un excellent pilier de mouvement quotidien, mais la marche seule ne suffit pas à préserver la masse musculaire. Elle est parfaite pour la circulation, la gestion de la glycémie, le côté déstressant, la digestion, la santé cardiovasculaire, mais pour dire à son muscle de se renforcer, c'est plutôt avec de la résistance. Donc avec des poids, comme j'ai dit, au poids du corps, des haltères, des élastiques, etc. C'est vraiment ça, ce genre de signal qui construit et qui va maintenir du coup le muscle. Attention aussi à ne pas voir le sport comme une punition. En mode j'ai trop mangé, je dois compenser. Ou je dois brûler des calories. Ou je dois transpirer pour mériter mon repas au resto. Voilà, attention à ça. Voilà, donc le mouvement, c'est vraiment important pour la femme de plus de 35 ans. Donc si vous avez la sensation que votre corps il change, que vous avez plus de mal à perdre du poids, que vous vous sentez moins tonique, que vous avez l'impression de stocker plus facilement, je vous invite en fait, au lieu de vous dire comment je peux manger moins, à vous demander plutôt comment je peux préserver mon muscle, comment je peux nourrir mon corps correctement, comment je peux devenir plus forte, comment je peux envoyer à mon métabolisme un signal de construction plutôt qu'un signal de restriction. Ok ? Le pilier numéro 4. Je vous avais dit que ce podcast allait être long. On est déjà à 40 minutes. Alors, 4e pilier, c'est la thyroïde. Et donc la thyroïde, évidemment, avoir au-delà de la simple TSH de votre bilan sanguin. Et je sais que c'est un sujet qui parle à énormément de femmes parce que beaucoup se reconnaissent dans ce tableau. C'est-à-dire, les symptômes, c'est quoi d'un dérèglement de la thyroïde. Donc c'est fatigue, frilosité, c'est-à-dire qu'on a les mains, les pieds froids. On a souvent tendance à avoir froid.
une peau sèche, des cheveux qui tombent plus que d'habitude, une digestion plus lente, une prise de poids, c'est une sensation d'avoir un corps qui fonctionne un peu au ralenti. Et pourtant, très souvent, quand elles font vérifier leur thyroïde, on leur dit « mais tout va bien, votre TSH, elle est normale ». Fin de l'histoire. Sauf que, dans la réalité du terrain, c'est pas toujours aussi simple. La TSH, c'est un marqueur important, évidemment, mais elle ne raconte pas toute l'histoire de vos hormones thyroïdiennes. Elle nous donne une information sur le signal qui est envoyé par le cerveau à la thyroïde. Parce que oui, la TSH, elle est sécrétée par votre cerveau. Elle n'est pas sécrétée par votre thyroïde. Mais elle ne nous dit pas toujours si les hormones thyroïdiennes, elles sont bien produites derrière, si elles sont bien converties, bien transformées et surtout, est-ce qu'elles sont bien utilisées par les cellules. Et c'est c'est là que beaucoup de femmes passent entre les mailles du filet. Parce qu'une thyroïde peut sembler correcte sur le papier, mais ne pas être pleinement efficace dans le corps. Je vais vous donner une image simple. Imaginez la thyroïde comme le thermostat de votre maison. Quand elle fonctionne bien, la température elle est stable. On n'a ni chaud ni froid, l'énergie circule correctement, tout est régulé. Mais si le thermostat envoie mal l'information, ou si le chauffage reçoit l'information mais ne parvient pas à chauffer, on peut avoir froid même si techniquement le système il semble être allumé. Donc en fait dans le corps c'est pareil. On peut avoir une TSH dans les normes, mais si la conversion de T4 en T3 active ne se fait pas bien, ou si la T3 n'arrive pas à entrer correctement dans la cellule, en fait on peut quand même ressentir les signes de l'hypothyroïdie, même si dans le bilan tout est ok. Et après 35 ans, ce sujet devient encore plus important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la thyroïde, elle est très sensible à notre environnement interne. La thyroïde, elle est sensible au stress. Elle est sensible au manque de sommeil, aux carences, à l'état inflammatoire du corps, aux variations hormonales, à la charge toxique, aux métaux lourds. Donc, la thyroïde, ça fait partie d'un orchestre. Et si tout l'orchestre il est épuisé, inflammé, carencé, en mode survie, la thyroïde ne peut pas jouer sa partition correctement. Donc c'est important de comprendre aussi pourquoi le système il ralentit. Parce que le corps il diminue volontairement le rythme parce qu'il n'a pas assez de ressources pour produire de l'énergie. Et dans ce cas, vouloir booster la thyroïde sans corriger le terrain, c'est comme demander à quelqu'un d'épuisé de courir un marathon avec 3 heures de sommeil et un sac à dos rempli de pierres. C'est pas possible. Sur le moment, on peut peut-être forcer, mais à long terme, c'est pas du tout une bonne stratégie. Pour fabriquer correctement les hormones thyroïdiennes, notre corps il a besoin de matériaux. Il a besoin notamment de protéines, parce que la tyrosine, un acide aminé, qui est fabriqué donc à base de protéines, c'est une base importante en fait dans la fabrication des hormones thyroïdiennes. Aussi, on a besoin d'iode. Alors attention, l'iode, c'est pas quelque chose qu'on ajoute au hasard, surtout quand il existe un terrain inflammatoire ou une auto-immunité. Je pense notamment à Hashimoto. C'est pour ça que dans ma pratique, je préfère toujours vérifier le terrain. Et quand c'est nécessaire, on passe par une iodurie, donc c'est une analyse de l'iode dans les urines sur 24 heures pour évaluer plus précisément les besoins. Attention à ne pas prendre des compléments nutritionnels pour la thyroïde, ne sachant pas où vous en êtes, ne sachant pas où est le blocage en fait. Ensuite, pour convertir la T4, qui est la forme inactive de l'hormone thyroïdienne, donc en fait la forme inactive c'est la T4 et elle est convertie en T3 qui elle est la forme active. Donc le corps pour faire ça, il a besoin de plusieurs éléments. Il a besoin de sélénium, de zinc, de fer, de magnésium. Et là encore, on peut comprendre pourquoi une femme peut avoir des symptômes thyroïdiens, même si sa TSH elle est ok. Et en fait, c'est à cause de tous ces cofacteurs. Si ces cofacteurs ils vont manquer, eh bien la chaîne elle va ralentir. Voilà. Donc la thyroïde, c'est pas une hormone isolée, c'est dans une chaîne de production. Et cette chaîne, elle peut être freinée à différents endroits. Aussi, il y a une dernière étape dont on parle beaucoup moins, c'est l'entrée
des hormones thyroïdiennes dans la cellule. Parce que le but, c'est pas seulement d'avoir les hormones qui circulent dans le sang, le but, c'est qu'elles puissent agir là où elles doivent agir, au niveau cellulaire. Et c'est là que l'approche minérale devient super intéressante avec le test HTMA, c'est qu'on peut observer certains équilibres minéraux qui donnent des indices sur le terrain métabolique. Est-ce que le corps il semble plutôt ralenti, plutôt sous stress, plutôt en difficulté d'adaptation? Est-ce qu'il y a des déséquilibres qui peuvent perturber l'énergie cellulaire? Est-ce que certains métaux lourds peuvent venir interférer avec le fonctionnement des enzymes? Donc, bien sûr, le test HTMA ne remplace pas un bilan thyroïdien sanguin. Moi, je demande toujours les deux. Parce que, en fait, le HTMA, ça permet d'apporter une autre lecture. C'est, en fait, la lecture du terrain cellulaire. Et c'est souvent ce qui manque chez les femmes qui ont des symptômes, mais à qui on répond tout est normal, en fait. Voilà. Donc, il faut aussi comprendre que entre une maladie thyroïdienne clairement diagnostiquée et un fonctionnement optimal, il y a toute cette zone grise. Et il y a beaucoup de femmes en fait qui vivent dans cette zone grise, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas malades au sens classique, elles ne sont pas concernées officiellement par l'hypothyroïdie, mais elles ne se sentent pas bien non plus. Elles fonctionnent, mais en gros comme si elles avaient le frein à main sans arrêt, quoi. Et elles font tout ce qu'il faut, mais leur corps répond lentement. Et quand la thyroïde elle est moins efficace, tout peut sembler être plus d'efforts en fait. Perdre du poids demande plus d'efforts, se réveiller demande plus d'efforts, digérer c'est plus compliqué, garder le moral n'en parlons pas. Donc c'est pour ça que ce pilier il est vraiment important. Pas pour que vous partiez dans l'obsession de la thyroïde non plus, mais pour que vous compreniez qu'après 35 ans, si votre corps il est ralenti, c'est essentiel d'aller voir plus loin qu'une lecture superficielle, genre juste la TSH. C'est pas du tout suffisant. Donc voilà, alors pour soutenir la thyroïde, il ne faut pas se complémenter au hasard comme je l'ai dit, parce qu'on entend souvent parler de l'iode, du sélénium, du zinc, de l'ashwagandha, de compléments complexes thyroïde ou je ne sais quoi. Donc en fait, un complément peut être excellent dans un contexte et totalement inadapté dans un autre. C'est pour ça que je préfère toujours une approche personnalisée via le test HTMA. Je demande toujours un bilan sanguin aussi pour voir ce qui ressort. Voilà, pour vraiment personnaliser. Mais ce que vous pouvez déjà retenir, c'est que votre thyroïde, elle a besoin de certains éléments favorables pour fonctionner aussi. Déjà, elle a besoin que vous mangiez suffisamment. Elle a besoin que vous apportiez suffisamment de protéines dans votre alimentation, qu'il y ait tous les micronutriments nécessaires à son fonctionnement, qu'il y ait un foie qui fonctionne correctement aussi, parce que la conversion de la T4 inactive en T3 active, elle se passe énormément au niveau du foie et au niveau des intestins aussi, donc d'où l'intérêt d'avoir une santé intestinale optimale. Le système nerveux aussi, s'il est en mode alerte, les hormones vont beaucoup moins bien fonctionner derrière. Donc tout ça, c'est logique et tout est interrelié. Donc vraiment, prenez bien en compte la thyroïde aussi. Dernier pilier pour cet épisode, le 5e, et puis on parlera des 5 prochains piliers dans un prochain épisode, c'est le système nerveux, et je viens d'en parler, le mode alerte, le mode survie. Je crois que c'est un pilier qui est encore trop souvent sous-estimé lui aussi, quand on parle de poids, d'énergie, d'hormones ou de métabolisme, parce qu'on parle beaucoup d'alimentation, de sport, de compléments, etc. Mais finalement, dans quel état intérieur vit notre corps au quotidien ? Parce que notre corps, il ne fonctionne pas de la même manière quand il se sent en sécurité et quand il se sent en danger. Je ne parle pas forcément d'un danger comme un accident, un choc ou un traumatisme évident. Hein. Je parle en fait de tous ces stress répétés, accumulés, silencieux, qui deviennent presque normaux en fait dans la vie d'une femme. C'est-à-dire la charge mentale, les responsabilités professionnelles, la gestion de la maison, des enfants, le couple, les parents qui vieillissent et dont il faut s'occuper, les notifications permanentes, sans parler des injonctions à tout réussir à tout prix, et puis tout ça avec le manque de temps, le manque de repos, le fait de jamais vraiment débrancher, voilà. Tout ça, à force, notre système nerveux, il peut finir par vivre comme si quelqu'un avait laissé l'alarme allumée en permanence. Mais quand
Même quand tout semble calme autour de soi, c'est-à-dire que en fait, on n'a pas l'impression de vivre tout ça parce qu'on a l'impression de gérer, mais à l'intérieur, notre corps, il est tout le temps sur ses gardes, il est tout le temps en hyper-vigilance. Donc ça, c'est vraiment important parce que parfois, on peut continuer, comme j'ai dit, avoir l'impression de tout gérer, à continuer de sourire, à continuer de répondre aux messages, à s'occuper des autres, à faire nos courses, faire notre sport, nos repas, équilibrer, etc. Mais finalement, physiologiquement, à l'intérieur, notre corps, il est déjà en mode adaptation. Adaptation permanente. Et quand on est dans ce mode adaptation, le corps, il va pas du tout prioriser les mêmes fonctions que quand il est en mode sécurité. En fait, quand on est dans un système nerveux en mode alerte, le corps il va naturellement favoriser la survie. Il va modifier la glycémie, il va modifier le cortisol, il va ralentir certaines fonctions digestives. Du coup, ça va aussi perturber le sommeil, ça va accentuer les envies de sucre, favoriser le stockage abdominal. Du coup, ça peut rendre la perte de poids plus difficile. Non pas parce que notre corps il veut nous bloquer, mais parce qu'il essaye de nous protéger. Notre corps il va pas se demander comment puis-je faire pour perdre du poids cette semaine. Il va se demander est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que j'ai assez de ressources pour fonctionner? Est-ce que je peux me permettre de dépenser plus d'énergie? Ou est-ce que je dois économiser? Est-ce que je dois rester en mode vigilance? C'est pour ça que une femme peut manger correctement, faire des efforts, bouger, prendre des compléments et malgré tout sentir que son corps, en fait, il est toujours en tension. Parce que tant que le système nerveux reçoit un signal de menace, le métabolisme, il va rester freiné. C'est un peu comme essayer de faire pousser un jardin en pleine tempête. C'est l'épisode des métaphores, hein. J'étais très inspirée. Donc là, faire pousser un jardin en pleine tempête. Vous pouvez avoir les bonnes graines, avoir la bonne terre, le bon arrosoir, mais si le vent, il arrache tout tous les jours, la priorité, ça va pas être d'ajouter encore plus d'engrais. La priorité, ça va être de calmer la tempête. Mais pour votre corps, c'est pareil. J'espère que vous appréciez les métaphores. Et du coup, c'est là que le lien entre système nerveux et métabolisme devient super intéressant. Parce qu'un système nerveux apaisé, ça permet une meilleure digestion, une meilleure récupération, une meilleure régulation hormonale, donc avec une glycémie plus stable, un sommeil plus réparateur, une meilleure relation avec l'alimentation. Donc ça, c'est franchement le truc qu'on recherche. C'est vraiment, vraiment important. Et malheureusement, aujourd'hui, je le vois dans mes accompagnements, je vois beaucoup de femmes qui sont fatiguées. Fatiguées d'être tout le temps en tension, fatiguées d'anticiper, de compenser, d'être forte tout le temps. Et le pire, c'est qu'elles me disent « Non, mais moi, je suis pas stressée ». Mais en fait, quand on creuse, elles dorment mal, elles se réveillent la nuit, elles ont la mâchoire serrée, elles sont tendues au niveau des épaules, les épaules toujours relevées, avec les trapèzes qui sont tendus, elles ont du mal à respirer profondément, elles sont toujours dans des petites respirations pas du tout profondes. Donc tout ça en fait, faut comprendre que le stress, c'est pas forcément vécu comme une émotion. Il y a des moments où on se sent stressé, ok. Mais des fois, ça devient une posture biologique. Et c'est là que le test HTMA peut apporter une lecture intéressante. C'est parce que ce test, il va pas mesurer directement le stress. En fait, il va donner des indices sur la manière dont le corps s'adapte. Donc on va pouvoir observer certains équilibres minéraux qui vont renseigner sur la vitalité, la capacité de récupération, la tendance à l'épuisement, la tendance à l'hyperstimulation par exemple. Les rapports entre le sodium, le potassium, le magnésium ou le calcium, ça peut donner des informations sur le terrain nerveux, sur les glandes surrénales, donc qui sécrètent le cortisol, et sur tout le terrain métabolique. Donc ça donne vraiment une fenêtre sur le terrain cellulaire. Et pour moi, c'est précieux parce que beaucoup de femmes sentent qu'elles sont à bout, mais elles n'ont pas forcément de marqueurs classiques qui expliquent ce qu'elles vivent. On leur dit que tout va bien en plus. Mais dans leur quotidien, elles se sentent fatiguées.
Elles se sentent fatiguées en permanence. Donc le test HTMA, ça peut... je commence à ne plus trouver mes mots tellement ce podcast est long. Donc le test HTMA, ça peut parfois montrer que le corps manque de certains minéraux essentiels pour soutenir le système nerveux. Par exemple, le magnésium, qui est souvent associé à la relaxation, à la détente musculaire, au stress et à la stabilité nerveuse. C'est super important de veiller au magnésium. Le potassium, lui, va jouer un rôle important aussi dans l'équilibre cellulaire, donc au niveau de la transmission nerveuse, au niveau de l'énergie. Le sodium, lui, il peut donner des indications sur notre façon de nous adapter, surtout quand on le regarde en lien avec d'autres minéraux. Et le calcium, par exemple, il peut parfois évoquer un terrain beaucoup plus ralenti, verrouillé, en mode protection, notamment dans le cas du calcium shell. C'est pour ça que j'aime beaucoup en fait utiliser ce test, parce que ça permet vraiment de sortir du discours t'es stressé, détends-toi. En fait, dire à une femme épuisée détends-toi, c'est souvent aussi utile que de dire à quelqu'un qui se noie nage mieux. C'est complètement absurde. Donc voilà, pensez à ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, chose que vous pouvez faire, c'est vraiment de ralentir, de manger plus lentement, de respirer avant un repas, de sortir marcher, prendre le temps sans téléphone, de vous exposer à la lumière naturelle le matin. Qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre? Ah oui, d'éviter de commencer la journée directement avec les messages, les mails et toutes les urgences à gérer. Créez-vous en fait des vrais sas de récupération. Des sas de récupération, c'est vraiment important. D'alléger justement ça. Évidemment, régulariser le sommeil, dormir à heure régulière. C'est important aussi. Donc ça, c'est vraiment des choses simples que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien qui va vous permettre de réguler votre système nerveux. Donc il y a plein d'autres techniques, évidemment. Mais voilà, tout ça, ça fait partie des ressources. La méditation, la cohérence cardiaque. Voilà, d'essayer au maximum de prendre en compte votre système nerveux par rapport à votre énergie, votre poids, etc. Donc voilà pour les 5 premiers piliers. Je savais que ce serait long, mais j'avais vraiment envie de développer chacun des sujets pour que vous puissiez vous reconnaître dans les symptômes, pour que vous puissiez aussi avoir des outils à mettre en place pour corriger et régulariser ces piliers. Et donc dans le prochain épisode, je vous parlerai des 5 prochains piliers. Voilà, et je vous souhaite une très belle fin de journée, soirée, selon à quel moment vous m'écoutez. En tout cas, si cet épisode vous a interpellé, vous a plu, vous a inspiré, n'hésitez pas à m'en faire un petit retour via les réseaux sociaux, via le mail, voilà, puisqu'on ne peut pas vraiment commenter sous les épisodes. Et n'hésitez pas évidemment à le partager autour de vous. C'est vraiment ça qui permet de soutenir du coup mon travail et de faire découvrir du coup tout ça à d'autres femmes aussi, et qu'elles comprennent un petit peu ce qui se passe en elles et qu'elles comprennent leurs symptômes et qu'elles voient qu'il y a quand même des solutions derrière. Voilà. Eh bien, je vous dis à très vite.